Bonjour tout le monde. Alors, encore une fois, très heureuse d'accueillir ici dans le cadre de notre podcast Face à l'expert, notre expert, Monsieur Mohamed Doudouane, qui aujourd'hui va discuter d'une thématique très importante, à savoir les politiques sociales et la bonne gouvernance. Monsieur Mohamed Doudouane, bonjour. Bonjour, Dr. Daïpatissa. Heureux et honoré de discuter encore une fois avec vous. Merci beaucoup, Monsieur Wan. Alors, sans plus tarder, et comme on a l'habitude de le faire, Monsieur Wan, on va commencer par discuter de la bonne gouvernance. Selon vous, c'est quoi la bonne gouvernance? Merci, Dr. Daïpatissa. La bonne gouvernance est la gestion vertueuse des affaires publiques. Certains diront que la bonne gouvernance est la gestion responsable des affaires publiques. Donc, la bonne gouvernance s'appuie sur 4 piliers fondamentaux, à savoir la transparence, l'intégrité, la participation citoyenne et la redevabilité. Vous me permettrez, Dr. Daïpatissa, un tantinet de revenir successivement sur la transparence, l'intégrité, la participation citoyenne et la redevabilité. En ce qui concerne la transparence, on peut dire que c'est un principe qui veut que les pouvoirs publics rendent compte aux citoyens de leur intervention en livrant des informations fiables relativement aux objectifs poursuivis, aux moyens engagés, aux résultats obtenus. De ce point de vue, la transparence est un exercice parmi tant d'autres exercices. Donc, parmi ces exercices, il y a tout simplement ce qu'on peut appeler la déclaration de politique générale, qui est un exercice de transparence parmi tant d'autres exercices. Donc, aujourd'hui, au Sénégal, on parle de dette cachée, ce qui est en porte-à-faux avec la transparence. Et ça ne m'étonne pas qu'on parle de dette cachée parce que depuis plus de 20 ans, le Sénégal est devenu un grand laboratoire à ciel ouvert de la fraude. Fraude en tout genre, fraude financière, fraude fiscale, donc fraude douanière, fraude documents administratifs, etc. Donc nous allons insister sur ces fraudes-là, fraude financière, fraude fiscale, fraude douanière, qui en fait restreignent les capacités économiques d'intervention de l'État dans le domaine social. Donc en dehors de la transparence, il y a également l'intégrité. L'intégrité renvoie à l'honnêteté. C'est une vertu cardinale et qui est au cœur de la bonne gouvernance, donc l'intégrité. Tout le monde sait qu'un chef vertueux, donc un chef vertueux, un décideur politique vertueux, insuffle la droiture à ses collaborateurs. Donc le chef, quand il est vertueux, il devient une médaille dressée contre toutes les velléités de pratiques peu orthodoxes par rapport à la gestion financière. Donc c'est pourquoi Ronsard, par exemple, invitait son roi, le roi de France, en lui disant, je le cite, « Si ce n'est pas tout que d'être roi de France, il faut que la vertu honore votre enfance. Un roi sans vertu porte le spectre enfin, qui ne le souhaite sinon que de lourds fardeaux dans la main. » Tout cela pour dire qu'un décideur politique fait de citation doit être vertueux. Donc la vertu, elle est importante, elle occupe une place centrale, c'est l'épine dorsale de la bonne gouvernance. Et c'est ce qui manque souvent au Sénégal et en Afrique. Les décideurs politiques ont des pratiques peu orthodoxes. En dehors de l'intégrité, il y a également la participation citoyenne. Et on a vu avec la mobilisation citoyenne lors de nos derniers podcasts. Au niveau des différents axes temporels de l'action publique, je vais rappeler les différents axes temporels de l'action publique. Donc, il y a le diagnostic, il y a l'élaboration, il y a la mise en œuvre, il y a enfin l'évaluation. Donc, dans toutes ces différentes étapes, il faut qu'on sente la participation du citoyen. Donc, c'est ça qui donne tout le sens à la participation citoyenne. Donc, le citoyen doit être proactif à son mot à dire. Donc, il doit mettre la main dans le cambouis. Donc, la participation citoyenne, on l'a vu dans notre dernier podcast, est extrêmement importante et insuffle vraiment une dynamique aux politiques sociales. Donc, en dehors de la transparence, comme je l'ai dit, en dehors de l'intégrité, donc en dehors de la participation citoyenne, il y a également la redevabilité. Donc, la redevabilité, c'est un mécanisme privé qui fait intervenir tout simplement les corps de compte, mais c'est également les organes judiciaires. Aujourd'hui, au Sénégal, il y a une réduction des comptes qui est en branle. Et cette réduction des comptes n'a rien à voir avec les cris d'ordre qu'on entend à parler de chasse aux sorcières, règlement de compte. Je crois que vraiment la réduction du compte, elle est importante. La redevabilité, elle est importante. Elle est également au cœur de la bonne gouvernance. Il ne saurait y avoir de bonne gouvernance sans redevabilité, tout simplement. Donc voilà, brièvement ramassé ce qu'on peut dire en termes de définition par rapport à la bonne gouvernance.
Merci beaucoup, Monsieur Wan, pour vraiment cette mise à table, on va dire. C'est une très bonne entrée en la matière, hein, en définissant ce qu'est la bonne gouvernance et ses différentes dimensions. Alors moi, j'aimerais vous entendre un peu sur les liens justement entre cette bonne gouvernance-là et les politiques sociales. Parce que comme vous l'avez dit, et vous avez fait un rappel historique qui traduit vraiment que la gouvernance, en tout cas la bonne gouvernance, a toujours été une préoccupation. Hein? Donc voilà. Maintenant, aujourd'hui, justement, puisqu'on parle de politique sociale, moi, j'aimerais bien vous entendre sur la bonne gouvernance. Qu'en est-il vraiment de la bonne gouvernance maintenant dans le cadre de l'élaboration et de la mise en œuvre, justement, des politiques sociales? La bonne gouvernance crée la confiance entre les gouvernants et les gouvernés. Aujourd'hui, on sait que il y a un désamour entre les gouvernants et les gouvernés. Il y a une perte de confiance, il y a une défiance. Et quand il y a défiance, le citoyen n'est pas enclin à se mobiliser pour accompagner les politiques sociales transformatrices. Donc la bonne gouvernance, elle est importante parce que confiance du peuple, confiance du citoyen, confiance des bailleurs de fonds également. Aujourd'hui, quand on parle de dette cachée, c'est que les bailleurs de fonds ne sont plus confiants. Donc la bonne gouvernance entretient tout simplement la confiance. Et cette confiance, elle est capitale pour l'amorce des politiques sociales. Et lorsque il a un certain dynamisme, il est porté à accompagner les politiques sociales transformatrices. Parce que la malgouvernance, c'est quoi? Elle entraîne tout simplement un découragement, elle entraîne une exaspération. Aujourd'hui, à Madagascar, par exemple, le président a été poussé vers la sortie par une jeunesse vraiment qui a été révoltée par le manque de perspective ou d'horizon par rapport à son épanouissement sur le plan économique et social. Donc là, elle crée une dynamique propice à l'amorce des politiques sociales transformatrices. Étant donné que si on gère bien le peu qu'on a, le peu de ressources qu'on a, comme l'a dit si bien l'excellent professeur Barifa, la capacité d'autofinancer nos politiques sociales. Parce que gérer un bon père de famille des ressources financières. Parce que, comme l'a dit si bien dit l'excellent professeur Barifa, l'idéal, c'est d'auto-concevoir les politiques sociales, mais également d'autofinancer pour avoir une certaine souveraineté, parce que c'est le mot à la mode. Tout simplement. La bonne gouvernance aboutit à une souveraineté pleine et entière. Et je pense que de ce point de vue, elle est capitale, tout simplement, dans l'amorce, dans la réalisation et dans l'implication des populations par rapport aux politiques sociales qui sont endossées par les populations. Voilà. Excellent, parfait. Alors, donc là, je pense que ça vous le dites hein, dans vos affirmations. J'ai comme l'impression que vous liez vraiment l'échec des politiques sociales, même si vous ne le dites pas clairement. Est-ce qu'il existerait justement un lien entre l'échec, parce que pour beaucoup, l'échec des politiques sociales dans nos pays est particulièrement dû à la mauvaise gouvernance. Vous en pensez quoi? Vous l'évoquiez vraiment de façon superficielle, mais j'aimerais que vous y reveniez un peu plus. Est-ce qu'il y a des liens qui est possible d'établir entre justement ces différents échecs-là, ces échecs successifs des politiques sociales et la malgouvernance dont vous parliez tantôt? En grande partie, l'échec des politiques sociales est dû à la malgouvernance, parce que la malgouvernance se manifeste par la prévarication, la corruption, la concussion, donc la malversation financière. Donc l'argent détourné pouvait servir à créer des hôpitaux, à construire des hôpitaux, à construire des écoles. Donc la malgouvernance, c'est vraiment un cancer qui se métastase et qui crée un problème réel de développement. Parce que l'argent qui est dilapidé par une oligarchie, cet argent-là pouvait servir à concevoir des politiques sociales qui sont des politiques sociales transformatrices. Et c'est là où beaucoup pensent que le problème de l'Afrique, c'est le problème de bonne gouvernance. Nous avons réellement un problème de bonne gouvernance. Parce que pendant longtemps, nous avons eu une classe politique avide de biens matériels, peu sensible à la souffrance humaine, à la souffrance des populations, et également cette classe politique-là est peu protectrice de l'intérêt général. Pourquoi je dis que nous avons une classe politique avide de biens matériels? Parce que c'est des personnes qui cherchent à avoir des appartements à New York, aux États-Unis, en Espagne, donc plus précis à Paris. Donc tout cet argent-là, et le président Diouf avait supplié un tantinet lorsqu'il était à la tête de l'État
des fortunés là qui avaient détourné l'argent, de les ramener au Sénégal pour pouvoir concevoir des politiques et les financer. Parce que nous avons un réel problème de financement. Vous voyez, nous sommes pris au collet par le FMI. Vous voyez bien. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas la possibilité d'avoir les coups de franche pour avoir les ressources financières qui nous permettent de promouvoir les politiques sociales. Et quand je dis également, on a une classe politique qui est insensible à la souffrance humaine, pendant la pandémie Covid, donc il y a des gens qui se sont mis beaucoup d'argent dans le compte, vous voyez bien, alors que cet argent-là a été destiné à soulager les populations. Lorsque je dis également que nous avons une classe politique en général en Afrique qui est peu protectrice de l'intérêt, on a signé des contrats à l'UEADIA, des contrats léoniens qui profitaient plus aux multinationales européennes. Et de ce point de vue, il faut en finir définitivement avec la corruption. La corruption est un mal qu'il faut vraiment éradiquer totalement en Afrique pour avoir des ressources financières qui puissent vraiment couvrir la protection sociale qui est défaillante en Afrique. Excellent. Merci beaucoup pour justement avoir présenté les liens et surtout expliquer en quoi justement l'échec des politiques sociales est principalement dû à la malgouvernance. Mais en même temps aussi, j'aimerais qu'on ouvre une petite discussion à ce niveau-là parce que oui, souvent, voilà, on a tendance, et je dis, c'est pas faux de dire que la mauvaise gouvernance ou la bonne gouvernance ou la malgouvernance, c'est toutes des notions qui évoquent à peu près traduisent la même problématique. Voilà, c'est l'aspect financier, on va dire. Vous parliez de la corruption, la prévarication financière, tous ces éléments-là, les dimensions financières de la gouvernance. Mais aussi, il faut qu'on se rende compte qu'il y a d'autres aspects qui sont tout aussi importants dans la bonne gouvernance. Par exemple, le fait de ne pas inclure les populations dans l'élaboration et la mise en œuvre de ces politiques-là. Donc, le défaut d'inclusion, justement, est-ce que c'est un aspect aussi qu'il est important de mettre en lumière pour justement montrer que, voilà, dans la bonne gouvernance ou la malgouvernance, il y a cette dimension-là qui est importante et qui vient un peu renforcer justement cette problématique dont on parle de bonne gouvernance. L'absence d'inclusion fait partie de la malgouvernance. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ou pas? Oui, je suis d'accord parce que je vous ai dit que l'épine dorsale, les épines dorsales de la bonne gouvernance, c'est la participation citoyenne. Donc, c'est l'inclusion également. Parce que, comme le dit l'adage, tout ce qui se fait sans moi, se fait contre moi. Parce que les populations doivent être associées dans les différents axes temporels de l'action publique, à savoir le diagnostic, à savoir l'élaboration, à savoir la mise en œuvre et la planification. Il faut que les populations soient associées. Mais pour que les populations soient associées, il faut que ces populations aient confiance en leurs gouvernants. Les populations n'ont pas confiance en leurs gouvernants. C'est pourquoi l'inclusion ne peut pas fonctionner, ne peut pas jouer efficacement. Pour vraiment s'impliquer activement, il faut qu'on sente que le gouvernant est vertueux, le gouvernement est honnête, le gouvernement est sincère. Parce que quand on falsifie les comptes, ça crée une exaspération, un découragement. Quand on assiste à vraiment un détournement éhonté des deniers publics, là, les populations ne peuvent pas s'impliquer. Au contraire, les populations vont être des spectateurs. Et au pire des cas, ils vont se révolter. C'est ce qui est arrivé à Madagascar, comme je l'ai dit tantôt. Oui, l'inclusion est importante, mais il faut créer les conditions de l'inclusion. Les conditions de l'inclusion, c'est d'avoir une classe politique vertueuse. Il faut qu'on ait une classe. Je vous l'ai dit tantôt, Ronsard disait à son roi, sire, ce n'est pas tout que d'être roi de France. Il faut que la vertu honore porte en France. Un roi sans vertu porte le spectre en main. Qui ne lui sert sinon que de nous pardon dans la main. Fin de citation. Dis-moi quel chef tu as, je te dirai quelle qualité de service tu rends. Donc, le service public est à l'image du chef. Donc, il faudrait qu'on ait des chefs vertueux. Ces chefs vertueux-là inspirent le bon exemple, donnent le bon exemple et vont créer les conditions d'une inclusion. Quand il n'y a pas de chef vertueux, il n'y a pas de possibilité qu'on ait une inclusion. Et l'inclusion, elle est fondamentale dans l'élaboration, dans le diagnostic. Et je dis souvent à mes amis bergers, pasteurs, vous ne devez pas attendre l'État pour faire un diagnostic de votre secteur. C'est à vous d'être proactif et de faire un diagnostic.
d'élaboration, de faire un audit citoyen à la fin, et de même de participer à l'exécution. Mais cela n'est possible que lorsqu'on a vraiment des modèles, des références. Il faut que le chef soit quelqu'un qui incarne les valeurs cardinales d'honnêteté, de transparence et d'élévation morale. Alors, merci encore. Je suis d'accord avec vous quand vous dites déjà que les caractéristiques d'un bon chef, considérant que les chefs sont choisis, ils sont élus, souvent c'est par la voie démocratique, par les élections que ces chefs-là sont choisis, ils sont choisis par le peuple. Est-ce que donc, selon vous, il faudrait peut-être revoir les critères? Est-ce qu'il y a des dispositifs particuliers qu'il faut mettre en place pour être sûr de choisir justement ces bons chefs-là selon les critères que vous avez décrits tantôt? Le choix du chef est extrêmement important. Malheureusement, en Afrique, on choisit par émotion. C'est-à-dire que c'est l'émotion qui guide le choix. On choisit par réflexe clanique, il faut le dire, par réflexe clanique des fois. On choisit parce que la personne appartient à une région déterminée. Donc le choix n'est pas un choix objectif. Le choix du chef en Afrique est un choix subjectif. C'est un choix émotionnel. Donc il faut se départir de ce choix émotionnel-là. Quand on ne choisit pas un bon type, c'est sûr qu'on n'aura pas de bonne politique. Parce que la politique sociale est à l'image de la personne qui l'inspire. Si je vous ai parlé de la période Mamadou Dia, c'est un exemple de vertu, un homme honnête. C'est pourquoi il était imbu d'équité et de justice. C'est pourquoi il avait mis en place tout simplement des coopératives agricoles. Vous voyez bien. Donc le chef, il est important. Malheureusement, le choix du chef est biaisé par l'argent également. Donc il y a des groupes de pression, et donc il y a des forces occultes qui ont beaucoup d'argent et qui vraiment font tout pour dicter ou pour orienter le choix du peuple. Il y a également la presse. Des fois, vraiment, on a une presse tendancieuse qui occulte sciemment certains aspects douteux d'un chef et pour le profit du C. Vraiment. Donc, il faut régler tous ces problèmes-là. Le problème de la presse, le problème de l'éducation du citoyen à la base, pour qu'il se départit des choix subjectifs. Justement, j'allais rebondir sur ça. Le fait donc de dire que le bon chef, c'est le chef qui est vertueux, et sachant que ce bon chef-là, c'est pas un chef qui s'est autoproclamé chef, c'est un chef qui a été choisi, qui était un élu, c'est choisi par le peuple. Donc là, est-ce qu'il ne faudrait pas qu'on revienne justement à interroger les conditions, comme vous avez dit, les conditions d'élection, les conditions de choix, mais surtout, si on se met du côté du peuple, est-ce que là, il ne faudrait pas peut-être s'interroger sur les conditions de participation justement à la gestion pour justement contribuer à une bonne gouvernance. On parlait tantôt de l'inclusion, de la participation, mais je constate que pour que cette participation-là soit efficace, il faudrait derrière que les citoyens et les citoyennes aient des compétences, des réelles compétences justement en termes de choix, c'est-à-dire des choix éclairés qui sont motivés non plus par l'émotion, par des considérations claniques ou par des considérations clientélistes, mais des choix éclairés par une claire compréhension des enjeux et des défis. Est-ce qu'il n'y a pas un travail à faire justement au niveau ou juste s'interroger sur les caractéristiques de cette population-là? Quelles sont les entraves à la participation citoyenne, justement? Parce que là, dans les discussions, c'est apparu qu'effectivement, il y a des problématiques à ce niveau-là, au niveau du choix même de ces personnes qui sont quand même, du point de vue démographique, qui sont tout à fait légitimes, mais même si elles ne font pas le travail comme selon des règles éthiques, selon une certaine vertu, comme vous l'avez dit. Il faut faire sauter certains verrous, par exemple l'analphabétisme, l'ignorance. Par exemple, les citoyens qui ne savent même pas lire un programme. Il faut dire que pour traduire les programmes, par exemple, les programmes des hommes politiques, parce que l'offre politique doit être lue et comprise par les populations. Maintenant, il y a l'obstacle de la langue également qui pose problème. Il y a également une éducation, l'éducation du citoyen à la base.
fabriquer des paroles blâmables, comme quoi on ne réussit pas à la sueur de son front, mais il faut par des manigances, par des intrigues, arriver à ses fins. Vous voyez bien. Donc il y a toute une sociologie ou tout un environnement socio-culturel qui ne rend pas vraiment viable ou qui ne rend pas possible tout simplement un choix éclairé du peuple. Donc je vous ai parlé du verrou de la maîtrise de la langue, tout simplement. Je vous ai parlé également de la presse qui ne joue pas son rôle. Parce qu'une bonne presse, c'est une presse qui joue un rôle d'éclaireur, c'est-à-dire éclairer la lanterne des citoyens. Vous voyez bien, au niveau des débats sur les chaînes de télévision, il faut qu'il y ait des débats, non pas des débats crypto-personnels, mais des débats, des choix sur la pertinence des politiques. Il faut également la connectivité positive. La connectivité positive, c'est quoi? C'est transformer Internet en un grand arbre à palabres où sont discutées les politiques sociales, où on propose des solutions pour améliorer, bonifier les politiques sociales. Mais la connectivité négative, c'est quoi? C'est des insultes, c'est des attaques personnelles, c'est des insanités. Vous voyez bien, on n'utilise pas le même Internet alors qu'on pouvait utiliser Internet vraiment pour avoir un débat politique sain, dépouillé de toute insanité, dépouillé de toute tentative de discrédit des autorités qui sont élues. Par exemple, parce qu'au Sénégal, on a vraiment des gens qui s'amusent et qui ont le malin plaisir de s'attaquer à des autorités qui sont élues et qui ont une certaine dignité. C'est la force de jeu du débat politique. Il faut vraiment finir le débat politique pour que les citoyens s'y retrouvent. Vous voyez bien, le citoyen est perdu. On est perdu. Vous voyez bien, il y a la limite qui entre au niveau de la dette cachée, supposée cachée. Donc on a fait tout un tintamarre, tout un charivari, tout un torribol. Alors que cette affaire-là devrait être saisie par la justice, écoutée et un procès retentissant et qui sert d'exemple à tout le monde. Donc il y a une valeur pédagogique pour tout le monde. Voilà mon espoir. Excellent. Merci beaucoup, Monsieur Wan, pour ces différents éclairages-là. Moi, j'aimerais aussi qu'on revienne un peu parce que oui, on a plus parlé on va dire, des problématiques, des défis et des enjeux. Mais est-ce que, à l'inverse, on peut peut-être chercher, ou si vous connaissez, vous, des exemples justement qu'on peut donner où vraiment une bonne gouvernance a abouti à une efficacité des politiques sociales. Est-ce que vous en connaissez des exemples de cette nature-là qu'on peut présenter à nos collaborateurs et nos collaboratrices qui nous suivent, toutes les personnes qui nous suivent, qui suivent notre podcast, pour vraiment démontrer justement de la pertinence de la bonne gouvernance, de sa valeur en termes d'efficacité et voilà. Est-ce que vous en avez un exemple à nous présenter? Oui, je pourrais prendre l'exemple de l'accès à l'université pour les bacheliers qui est devenu un accès universel avec l'excellent professeur Mariton Niang, je crois. Donc, malgré la petitesse des moyens, malgré la modestie des moyens, il a su avec ingéniosité inventer vraiment des stratégies qui puissent permettre à tous les bacheliers sénégalais de pouvoir poursuivre leur études supérieures. Vous voyez bien, avec par exemple les instituts supérieurs d'enseignement professionnel, avec l'université virtuelle. Et ce n'était pas évident au Sénégal de créer une université virtuelle. Vous voyez bien. Donc je pense qu'en faisant preuve d'imagination, donc le professeur Mariton Niang a réussi quand même, malgré les critiques, parce que les critiques, il faut les rapporter par rapport aux moyens qu'on a de l'eau. De peu de moyens qu'on a, on a su orienter tous les bacheliers. Donc je crois que ça c'est une bonne politique. Alors, je peux même, si vous me le permettez, donner un autre exemple. Depuis 2024, par exemple, la distribution des semences et des engrais est une distribution qui n'est plus opaque. Parce qu'avant, les engrais et les semences étaient captés par une certaine oligarchie locale, par des politiciens, ou par des marabouts, ou en tout cas par des gens qui sont des notables. Aujourd'hui, il y a une démocratisation de l'accès aux intrants, ce qui fait que le citoyen à la base qui ne recevait pas d'engrais ou de semences, quand maintenant que l'État est présent à ses côtés, que l'État l'accompagne. Donc ça veut recréer le lien social qui avait disparu. Parce que le citoyen, agriculteur qui n'avait pas accès à l'engrais ou simplement aux semences, se dit maintenant vraiment l'État fait quelque chose pour moi. Donc ce qui crée une certaine cohésion également. On n'est plus mis à l'écart de l'appareil de distribution ou de redistribution. Et je crois que ces deux exemples à suffisance montrent qu'il y a des possibilités de faire l'application de la bonne gouvernance
et elle est urgente également la bonne gouvernance pour amorcer des politiques sociales transformatrices. Merci beaucoup, Monsieur Wan. Et donc, merci beaucoup vraiment encore une fois pour ces réponses très éclairantes. Et pour finir, je voudrais vous demander, selon vous, quelles seraient vraiment les réformes prioritaires pour justement améliorer cette bonne gouvernance-là dans le cadre des politiques sociales? Pour améliorer vraiment la bonne gouvernance, il me semble qu'il y a vraiment beaucoup de réformes à entreprendre. Par exemple, au niveau des contrôles. Les contrôles ne sont pas très fréquents. Par exemple, si on prend une mairie, une mairie peut rester 2-3 ans sans être auditée. Je crois que là, c'est un problème. Ou bien une société nationale peut rester 2-3 ans sans être auditée. C'est un problème. Donc, il faut renforcer les moyens des corps de contrôle. Il faut vraiment privilégier l'audit citoyen. Je crois que c'est très important. Bon, on nous parle d'évaluation du politique au niveau de l'Assemblée nationale, mais je crois que ce n'est pas la panacée. La panacée, c'est l'audit citoyen. Il faudrait, par exemple, aménager des possibilités que les citoyens contrôlent eux-mêmes l'action publique. Et ça, c'est très important, le contrôle citoyen, l'audit citoyen. En dehors de cela, il y a également ce qu'on appelle l'appel à candidature. L'appel à candidature est extrêmement important. Parce que pour piloter des politiques sociales transformatrices, il faut des gens compétents, des gens honnêtes, des gens vertueux. Et ce n'est pas le cas avec le programme national des demande agricoles communautaires. On a enregistré un scandale de plus de 29 milliards. Où vraiment la tutelle est vraiment la structure chargée de coordonner les programmes, la tutelle et la structure ont été défaillantes, par exemple. Vous voyez bien, donc il nous faut des hommes et des hommes compétents, des femmes compétentes, honnêtes, sincères et qui sont promus à leur poste par le biais du mérite, donc par un appel à candidature. Également, il faut développer la connectivité positive. Donc l'Internet doit être utilisé de façon intelligente pour ne plus en faire un outil de sanité, mais en faire un outil de dialogue, un outil pour améliorer, pour échanger, améliorer et bonifier les politiques sociales. Il faut également, docteur, réduire le train de vie de l'État. Nous n'avons pas assez de moyens. Il faut réduire le train de vie de l'État, le train de vie dispendieux de l'État. Ça, c'est extrêmement important pour avoir les moyens de financer les politiques sociales transformatrices. Donc, sans moyens, vous ne pouvez pas transformer. Donc, il faut vraiment une certaine parcimonie au niveau de l'État pour pouvoir, une culture d'amaigrissement de l'État, pour pouvoir gagner de l'argent et pouvoir vraiment apporter une protection efficiente aux populations qui en ont grandement besoin. Donc, voilà les quelques réformes qu'il faudrait en tout cas améliorer un temps soit la bonne gouvernance au Sénégal. Merci beaucoup, Monsieur Wan. Donc, juste pour rebondir à ce que vous disiez tantôt par rapport justement à ces personnes-là, au contrôle, le dispositif institutionnel pour accompagner la bonne gouvernance, donc avoir des corps de contrôle qui soient fonctionnels. Et donc, vraiment, c'est ce dispositif institutionnel-là. Mais de plus en plus, vous disiez tantôt qu'on devrait faire de l'Internet une sorte d'arbre à palabres, un peu comme dans nos sociétés traditionnelles. Mais il y a une loi, je pense, qui a été votée à l'Assemblée nationale pour protéger les lanceurs d'alerte. Alors, finalement, comment est-ce que vous voyez cette loi-là? Est-ce que c'est quelque chose qui, dans le contexte justement de la digitalisation, du numérique, dans ce contexte-là des réseaux sociaux, est-ce que c'est une bonne chose de protéger ces personnes-là qui peuvent justement sonner l'alerte sur des cas de mauvaise gestion des ressources publiques? Oui, parfaitement. Donc, je crois que la loi sur les lanceurs d'alerte est une loi vraiment très utile pour améliorer et qui va améliorer la bonne gouvernance. Parce que lorsque vous êtes dans une station, vous avez des informations qui peuvent préjudicier à l'intérêt général, je crois que vraiment, c'est de bonne loi d'en parler. Donc, vraiment, il y a 4 lois qui ont été votées. Il n'y a pas que la loi sur les lanceurs d'alerte, il y a la loi sur l'information. Il y a la loi sur l'accès à l'information, il y a la loi sur l'OFNAC et également il y a la loi sur la déclaration de patrimoine. Donc vraiment, le président Diomaye et le premier ministre ont donné le cas, ils ont montré la voie à suivre pour vraiment, ils ont encore mis le cadre légal. Mais le cadre légal ne suffit pas. C'est des hommes qui sont aux manettes. C'est des hommes, tout revient aux hommes, c'est des hommes. Il faut qu'on ait des hommes et des femmes, des hommes compétents et des femmes compétentes. Des hommes non seulement compétents, mais vertueux. Les lois sont bonnes, mais à condition qu'on ait également des hommes qui soient vraiment imbus de valeurs
comme des hommes et des femmes, une de valeur, des femmes compétents et qui peuvent vraiment prendre en charge le défi majeur de l'inclusion, de la justice sociale, de l'efficience et de l'efficacité. Efficience, parce que c'est pas mal. L'efficacité, c'est par rapport à la l'efficience, c'est atteindre le maximum de choses avec le minimum de moyens possible. Il faut être à la fois efficace et efficient. Aujourd'hui, on a besoin d'Africains efficaces et efficients. Qu'ils soient lanceurs d'alerte ou non, en tout cas, on a besoin d'Africains efficaces. Pour vous taquiner. Merci beaucoup, Monsieur Wan. On est rendu à la fin de notre entretien. Encore une fois, je vous remercie pour votre disponibilité et pour aussi votre extrême générosité dans le partage des connaissances. On a pu voir avec votre exposé, votre présentation, les liens qui existent entre politique sociale et la bonne gouvernance. Vous avez mis en relief les différents aspects, notamment les aspects financiers, mais également les dimensions politiques de cette bonne gouvernance et même les dimensions sociales, lorsqu'on parle des conditions justement d'une bonne gouvernance lorsqu'on se trouve du côté des citoyens et des citoyennes. À ce niveau-là aussi, c'est très important et je pense que vous l'avez très bien présenté. Vous avez également parlé, on a parlé un peu du contexte institutionnel qui existe mais qui apparemment est confronté à des contraintes majeures qui peut-être parfois expliquent les dysfonctionnements qui sont constatés. Dans tous les cas, on a pu voir que une bonne gouvernance est vraiment gage de l'efficacité à tout point de vue des politiques sociales qui soient véritablement des politiques sociales qui soient impactantes, qui impactent la vie des populations. Encore une fois, merci. Alors, je vous laisse la parole pour le mot de la fin et je remercie également ceux et celles qui nous suivent depuis qu'on a commencé ce podcast-là face à l'expert et qui nous encourage à vraiment aller de l'avant. J'en profite pour vous remercier encore parce que je reçois pas mal de commentaires pour vraiment vous remercier pour votre expertise et puis surtout votre générosité. Voilà, je vous laisse le mot de la fin, Monsieur Wan. Merci docteur, merci vraiment, j'ai été très heureux de dialoguer avec vous. Et je pense que l'Afrique va raisonner à l'heure de la bonne gouvernance, donc la bonne gouvernance et les capitales, pour pouvoir vraiment être souverain, comme on le dit, parce que c'est le bord maintenant, pour avoir une certaine souveraineté. Et pour penser nous-mêmes les politiques sociales, les concevoir, les mettre en œuvre et les évaluer, parce que l'évaluation est très importante. Et c'est là où le bas blesse. Pour moi, vraiment, il y a une certaine redevabilité également qu'il faut mettre en avant. Donc la redevabilité n'est pas la chasse politicienne, n'est pas un règlement de compte. Du coup, lorsqu'on est investi de notre politique, il faudrait quand même rendre en compte vraiment ce qui est déterminé par ces gens pour accepter la redevabilité. C'est un principe vraiment. Parfait. Merci beaucoup. Que vos paroles soient entendues. C'est ce que nous souhaitons en tout cas pour le bénéfice de tout le monde. Encore merci. Et puis on se donne rendez-vous dans un mois pour un prochain numéro de Face à l'expert avec notre expert. Merci beaucoup et à très bientôt. Merci.